Vous avez rencontré aujourd'hui 130 journalistes américains avec qui vous avez en quelque sorte fait la paix parce que vous étiez un petit peu, comment on dit en français, en bagarre, hein, c'est ça? Oui, mais c'est dépendant. En général, j'ai pas des difficultés avec la presse, avec les exceptions certaines. Par exemple, les journalistes qui insistent qui ont dit tous les secrets de la vie personnelle et tout ça, et ceux qui ont une grande entrée dans la vie personnelle, c'est mon merde. You scum-sucking pig. I want you standing. I'm gonna open you up. Now, get on up. Go on. You got right on the edge. You mention her once more, and I'm gonna tear your arms out. Bonjour et bienvenue, vous écoutez Le Cinéma est mort, l'émission nécrophile de Canal B avec bien sûr le docteur Moreau. Bonjour Antonin. Salut les kids. Une émission qui sera largement consacrée à la vengeance aux deux visages de Marlon Brando qui ressort chez Carlotta, je ne dis pas de bêtises, merci Antonin. Vous avez pu remarquer notre générique aujourd'hui qui était légèrement différent, il y avait beaucoup moins d'humour, beaucoup moins d'éclat de Jean-Pierre Mariel. Les Gremlins n'étaient plus là. Voilà. Pourquoi ? Parce que on y reviendra hein, bien évidemment concernant le film de Marlon Brando. Mais Antonin a aussi été voir cette semaine au cinéma un film pas trop dégueulasse. Il s'agissait du 2001 de Stanley Kubrick qui fait donc ses 50 ans cette année. Un petit film sans prétention. Et qui a eu le droit à une restauration diffusée elle-même au TNB à Rennes qu'il a été voir. Et on avait l'intention de démarrer d'ailleurs cette émission et encore une fois il y a un rapport direct avec le film Marlon Brando sur la qualité même en fait d'une projection, d'une copie qui peut à elle-même en fait révéler un film ou le changer radicalement et à quel point on peut aussi justement et c'est notre inquiétude cette semaine s'habituer finalement à des projections de piètre qualité, de merde, voire tout simplement un peu de branle-couille. Et c'est vrai qu'avant de te laisser causer de la projection de 2001, j'ai eu l'occasion d'assister à une projection de presse de la nouvelle salle du Gaumont à Rennes, la salle Dolby Cinéma, qui est une salle absolument superbe, c'est vrai. Avec des fauteuils incroyables, on peut s'allonger dans la salle quasiment. La qualité de projection, la qualité visuelle et auditive de la salle sont au diapason et c'est pas une connerie hein. Malgré un prix, c'est vrai qui fait extrêmement peur. La qualité de projection est là. Mais qu'est-ce que j'ai cru comprendre moi en allant voir cette projection test d'un film assez mauvais d'ailleurs, en l'occurrence il s'agissait du dernier Jurassic
Park, Jurassic World 2, qui était vraiment nul, mais la qualité de projection était parfaite, ce qui permettait de voir tous les défauts même de ce film d'ailleurs en numérique. Ce que j'ai cru comprendre via le présentateur qui était là pour nous expliquer. C'est un représentant de chez Dolby. C'est ça, hein, puisque c'est une salle Dolby, c'est pas le Gaumont qui s'occupera de la programmation par exemple, mais il faudra que ce soit des films Dolby, donc des films grosso modo des films Disney et puis quelques autres films par-ci par-là. C'est qu'on aurait le droit à voir enfin les films tels qu'ils ont été conçus. Et c'est à la fois merveilleux et en même temps scandaleux, puisque ce que je comprends moi, c'est que du coup, à côté, dans ces salles où l'on paye déjà très très cher, hein, on ne voit pas les films tels qu'ils devraient être vus en fait. Et là, il y a un très très gros souci en ce qui me concerne. Oui, en effet, toutes les salles devraient être des salles Dolby conçues par voilà. C'est comme ça qu'on doit voir les films. Pourquoi est-ce qu'on nous fait payer plus cher pour les films tels qu'ils devraient être vus? Pourquoi est-ce qu'on paierait pas moins cher pour voir les films tels qu'ils dans des conditions de merde et qu'on paierait du coup le prix normal pour voir ces films dans des... Ouais, c'est plutôt ça. Faut savoir que quand il y a eu la petite révolution numérique en termes d'exploitation et que toutes les salles, notamment en France et ailleurs, mais bon, en France, on est quand même un pays où avec un bon tissu de salles d'exploitation. Quand tout s'est mis en projection numérique, on est parti sur un standard plutôt moindre, minimum, hein, le standard 2K, alors que le 4K aurait été opérationnel. Et il faut savoir que pour atteindre le degré de détail d'une copie 35 mm en premier état, c'est-à-dire en tirage, supervision, oui, parce que voilà, comme un festival de Cannes, grosso modo. C'est ça, qu'il n'y a pas que des désavantages. Après, j'y reviendrai, mais pour atteindre la précision d'une copie 35 mm premier tirage et supervisé bien comme il faut au moins du 4K, quoi. Là, on est en train d'habituer en fait tout le monde à regarder des films dans des conditions plutôt épouvantables, en sachant qu'après il y a aussi des diversités d'encodage de DCP. Hein. Moi, en voyant pas mal, on voit bien. Je me rappelle que quand on avait justement projeté Impitoyable en restauration 4K, mais sur DCP, peut-être 4K, mais en projection 2K, la copie m'avait apparu absolument superbe, mais ce n'est pas le cas de tous les DCP, hein. Il suffit des fois de se rapprocher de l'écran. Alors DCP, je sais pas si c'est clair pour tout le monde, peut-être que tout le monde n'est pas familier avec ce terme-là. Un DCP, c'est un disque dur, le support en fait, le format vidéo sur lequel les salles de cinéma reçoivent les films. Donc c'est du 300 gigaoctets de films, quoi. On peut aussi les télécharger, mais en général les salles les reçoivent sous forme de disque dur. Et c'est vrai qu'en général, oui, la qualité du tout venant, ça m'a encore fait ça pour je ne sais plus quel film dernièrement. On a quand même l'impression, ça pixelise, les noirs sont pas vraiment noirs. C'est pas que c'est très notable, on n'est pas en face d'une projection d'un DVD ou je sais pas quoi, ou même d'un Blu-ray. Mais par contre, c'est clair et net que la terme de qualité de projection, on habitue de toute façon les gens, de la même façon que le MP3 a habitué beaucoup de gens à écouter de la musique compressée. Exactement, c'est la même. On habitue les gens, à des termes de projection qui sont pas optimales du tout, quoi. On peut tout à fait faire la comparaison, je pense, oui, avec le MP3 et pour tous les gens, notamment je pense les auditeurs de Canapé écoutent de la musique. Voilà, on peut très bien imaginer ce genre de comparaison et c'est vrai que la démonstration qu'on a eu pour cette salle Dolby était assez marquante pour ça justement. Voilà ce que vous voyez dans une salle normale, c'était vraiment juste une histoire de contraste du blanc, du noir. Voilà ce que vous voyez dans une salle normale. Vous voyez ce que vous allez voir dans cette salle là. Oui, d'accord. Pourquoi on le voit pas dans la salle d'à côté? Alors voilà. Et ça, j'ai pas eu de réponse à cette question. Et évidemment, on sait tous pourquoi. C'est des économies tout bêtement de projecteurs. On va projeter avec moins d'intensité ou voilà, ça va faire des économies. Alors de bribes de chandelles. Ouais. Mais en tout cas, voilà. Ouais, c'est d'autant plus dommage qu'il y a un vrai enjeu en ce moment, sûrement pour le domaine de l'exploitation, de refaire revenir les gens en salle majoritairement, quoi. Même s'il y a beaucoup de gens qui viennent en salle et tout ça, mais il peut y avoir une crise particulièrement sur les trucs RSA, mais c'est vrai qu'en termes de qualité de projection, on voit bien pourquoi Gaumont et beaucoup d'autres circuits se positionnent là-dessus. Mais en valorisant vraiment l'expérience spectacle, quoi, de la salle. Parce que, et c'est très très bien, et c'est sensoriel, voilà. Mais le truc, c'est effectivement là on voit bien que Dolby qui n'est pas un mauvais industriel, je sais pas quoi, c'est des gens qui sont extrêmement talentueux mais par contre c'est vrai que leur cheval de bataille, eux, c'est le cinéma à grand spectacle, hein. On va pas projeter un Bruno Dumont en Dolby Atmos, ça n'a pas d'intérêt, probablement pas, mais il n'empêche que ça n'a pas d'intérêt. Mais ceci dit, et ça on y reviendra probablement sur quand on parlera de La Vengeance aux deux visages.
La Vengeance aux deux visages, qui est certes un western, mais un western de 60 et qui est dépourvu par exemple d'effets spéciaux visuels ou je sais pas quoi, mais qui a par contre une photo absolument superbe. On n'a pas à avoir ça dans une copie dégueulasse, quoi. Et pourtant, c'est pas un film qui t'envoie des trucs dans la gueule. C'est pas ni un Pixar, ni un Disney, Par contre, c'est vrai que Mad Max Fury visuellement, Road. il y a quand même une recherche esthétique Bien qui est sûr, très mais importante. comme chez Bruno Dumont, par exemple. Oui, c'est Même vrai. C'est vrai. j'ai l'air de Oui, non, mettre mais- Bruno Dumont mais sur un certain point, mais non, il n'y est plus pour ma part. Mais en tout cas, voilà, il y a une qualité esthétique photographique, que ça soit numérique ou argentique, chez Bruno Dumont, qui de toute façon, comme tous les cinéastes, s'il y a une recherche, voilà, et elle doit être restituée dans l'exploitation des films Oui, de c'est la surtout façon la ça. plus optimum possible. Que ça soit un film à grand spectacle ou un film contemplatif de n'importe quelle école esthétique, j'ai envie de dire, n'importe Oui, quelle. oui. Et alors, par contre, du coup, juste un petit mot sur justement le 2001. Oui, alors le 2001, on le sait. Alors juste par rapport à ce que tu disais sur le générique, j'ai juste eu l'idée de passer ce générique-là en me disant quand même, on a flingué à 2001. Enfin, j'espère que la plupart, pour les spectateurs auditeurs un peu assidus, ça n'a pas été le cas. Mais j'imagine que si, c'est qu'en fait, dès qu'on entend les mesures, enfin moi j'entends les mesures du Zarathustra, j'ai l'impression qu'il va y avoir Eric Judor qui va causer. Et ça m'a un peu flingué au moins la première scène du film. Je me dis putain, c'est pas vrai, t'es dedans, tu dis c'est monumental, et là t'as l'impression qu'il y a Eric Judor qui va dire mais il est 9h, donc c'était un peu dur. Et donc voilà, mais à coup J'ai envie pas, de dire désolé. bien fait pour ta gueule. Ouais, bien fait pour ma gueule, j'étais puni par là où j'ai péché. C'était bien la peine de crier que le cinéma est mort depuis 10 ans. Bah voilà, là en plus on flingue des chefs-d'œuvre. Non, mais là, bah c'est pas la copie. En tout cas, là 2001, effectivement, il y a un côté événementiel. On fête donc les 50 ans à 50 ans. Ça a été surtout marqué par une projection justement 70 mm issu d'une restauration chimique, un petit peu numérique, sur le négatif 70 mm, chapeauté par Christopher Nolan et avec la Warner Bros. Qui a été diffusé à Cannes Classique. Qui a été diffusé à Cannes Classique et qui ne pourra être diffusé de toute façon que dans très peu de salles, celles équipées en projection 70 mm. 70 mm, qui n'existe quasiment plus en France. Ce qui n'existe plus, je crois, 3, 4 c'est ça, cinémas ouais. le font, il me semble, enfin quelque chose comme ça, c'est très peu. On comprend, hein, les films sont pas non plus trop distribués, il y en a pas beaucoup de films en 70 mm. Je sais qu'il y avait le film de Tarantino qui avait été tourné en 70 mm. Et mais ça reste vraiment des très très grandes exceptions aujourd'hui, et même les anciens films entre guillemets justement comme celui-ci 2001 ou Laurence d'Arabie ou d'autres films qu'on rêve nous de voir dans ces projections là justement. Ouais. Voilà, ils sont trop rares pour que ça soit rentable pour Bien un sûr, cinéma. bien sûr, Donc, on comprend très bien que voilà, c'est pas possible. Là, c'est une copie numérique. Je pense que c'est un DCP numérique probablement nouveau. Voilà. De toute façon, là, c'était absolument impeccable, que ce soit au niveau du son, au niveau de l'image et tout. Je sais que l'opinion de Nolan, c'était de se dire, voilà, de toute façon, en 70 mm, on a une qualité de détail, de vie de l'image qui de toute façon sera supérieure à n'importe quel encodage numérique, je pense, quoi. Donc effectivement, je n'aurais pas eu l'occasion de voir ça. Là, il n'empêche que voilà, le film en salle, on reviendra pas là-dessus. Il faudra faire 2 heures sur 2001. Peut-être qu'on fera ça un jour. oui, Mais voilà, on voit ça en salle. Bon bah moi, encore une fois, hein, chaque fois qu'il passe en salle, je vais le voir et à chaque fois je suis parti, quoi. Et je suis toujours enfin bon, voilà, moi, je vais pas non plus m'étendre, hein, mais c'est toujours étonnant de voir à quel point le film t'embarque directement, l'audace formelle énorme de ce film et la tension qu'il y a, qui est complètement dingue. Mais voilà. Revoir 2001 et mourir. Ouais. On va du coup parler aujourd'hui beaucoup de La Vengeance de visage, One Eye Jack de Marlon Brando, la seule réalisation de Marlon Brando qui ressort enfin, et c'est pour ça aussi qu'on en parle, hein, dans une belle copie qui a été restaurée en 2016, je crois, si je dis pas de bêtises, sous l'impulsion de Martin Scorsese et Steven Spielberg. Une copie qui était déjà sortie donc chez Criterion, hein, aux États-Unis, le grand éditeur Criterion, qui avait été récupéré ensuite par Arrow, l'éditeur anglais, pour une sortie Blu-ray, et qui est récupéré donc par Carlotta pour une sortie française. Une copie qui change vraiment la vision du film. On va y revenir. Avant ça, on va écouter un extrait de Marlon Brando, histoire de se remettre un peu dans le bonhomme. Un extrait qui ne vient pas de La Vengeance de visage. On a entendu un court extrait d'ailleurs après le morceau de Zarathustra.
C'est un extrait, donc on va entendre du Dernier Tango à Paris de Bertolucci, le célèbre, un extrait en tout cas du célèbre monologue improvisé par Marlon Brando, où il parle lui-même de sa vie et qui me semblait, en tout cas pour cette fin d'extrait, correspondre un peu à La Vengeance sur deux visages. I can't remember very many good things. That one. Yeah, some. There was a farmer, very nice guy. Old guy, very poor, worked real hard. I used to work in a ditch draining land for farming. And he wore overalls and he smoked a clay pipe. And half the time he wouldn't put tobacco in it. And I hated the work. It was hot and dirty and broke my back. And all day long I'd watch his spit, which would run down the pipe stem and hang on the bowl of the pipe. And I used to make bets with myself when it was going to fall off. And I always lost. I never saw it fall off. I'd just look around, it would be gone, and then a new one would be there. And then we had a beautiful... well, my mother taught me to love nature. And I guess that was the most she could do. And we had, in front of our house, we had this big field, meadow. It was a mustard field in the summer, and we had a big black dog named Dutchie, and she used to hunt for rabbits in that field. But she couldn't see them, and so she'd have to leap up in this mustard field, look around very quickly to see where the rabbits were. And it was very beautiful. And she never caught the rabbits. You have been had. Oh, really? I don't want to know anything about your past, baby. You think I was telling you the truth? Maybe. Maybe. C'est donc un des monologues de Marlon Brando dans Le Dernier Tango à Paris de Bertolucci. On va revenir, nous, plutôt sur La Vengeance de visage, donc One Eyed Jack, la seule réalisation de Marlon Brando. Pour l'occasion, je me suis replongé un tout petit peu, moi, dans l'autobiographie de Brando qu'il a écrite dans les années 90, qui est très très chouette, mis à part une espèce de propension à parler un peu trop de ses conquêtes féminines, et puis une longue partie quand même sur les Indiens d'Amérique. On sait tous très bien que Brando était attaché à la cause des Indiens d'Amérique, on va pas revenir là-dessus. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'il raconte lui, c'est sa version des faits sur plein de films, d'ailleurs même sur Apocalypse Now. Je conseille à tout le monde de lire cette autobiographie pour avoir la version de Brando sur le tournage d'Apocalypse Now. Il en a un très très bon souvenir, lui, et ça s'est très bien passé. Il était ravi de son travail avec Coppola, de ce qu'il a apporté au film, machin. Coppola en direct daubait sur Marlon Brando, mais le film n'était même pas sorti que Coppola daubait publiquement sur Marlon Brando. En tout cas, Brando, lui, n'a pas gardé de mauvais sentiments envers lui. Ce qu'il raconte, lui, sur, par exemple, et ça va nous servir quand même pas mal d'intro pour cette chronique, mais ce qu'il raconte, lui, sur le tournage, par exemple, sur l'histoire même de ce film, La Vengeance de visage. Faut savoir d'abord que Brando avait lui-même co-créé une société de production, Penny Baker, qui ne marchait pas très bien à la fin des années 50. Il a créé ça dans la fin des années 50 et très vite ça n'a pas très bien marché. Il était entouré de gens qui a priori ont un peu utilisé Brando pour voler de l'argent, tout le bordel. Bref, il s'engageait dans des films qui ne marchaient pas, donc il continuait à tourner pour essayer de rembourser et ça ne marchait pas. Des histoires comme ça assez lourdes et assez ennuyeuses, et Universal a acquis les droits d'un roman dont j'ai oublié le titre d'ailleurs, vous m'excuserez, qui grosso modo adaptait l'histoire de Pat Garrett et Billy the Kid. Et ils ont engagé avec la société de Brando, Penny Baker, des scénaristes pour travailler justement cette histoire. L'un des premiers scénaristes à avoir travaillé sur cette histoire,
adapté, hein, vraiment lointainement, de Pat Garrett et Billy the Kid, c'est donc Peckinpah. Qui à l'époque n'a pas encore Non, réalisé. à l'époque, donc là on est à la fin des années 50, Peckinpah il a travaillé à la télévision déjà, hein, il travaille a priori sur des scénarios, c'est pareil, Peckinpah a dû travailler sur pas mal de scénarios qui ont, voilà. Il est même pas crédité au générique de la Vengeance de Visage, hein, d'ailleurs, hein, Peckinpah. Mais en tout cas il travaille là-dessus, c'est évidemment intéressant de savoir que dès 58, Peckinpah travaille sur cette histoire qui va être massacrée, hein, disons-le clairement. En tout cas, son scénario va être massacré, hein, et que combien de temps plus tard, 15 ans plus tard, plus de 15 ans plus tard, c'est 74, Pat Garrett et Billy the Kid, hein, il va se relancer dans ce projet, hein, donc le célèbre Pat Garrett et Billy the Kid, qui lui aussi pour sera moi son meilleur film. C'est pas le sujet. C'est pas le sujet. On n'a pas fait notre spécial Peckinpah. C'est vrai qu'il va falloir qu'on s'y mette un moment parce que c'est pas le sujet. Le fait est qu'en tout cas, Pat Garrett de Peckinpah c'est en 72 d'ailleurs, c'est une connerie, sera massacré, et ce qui va mener à son chef-d'œuvre qui sera Alfredo Garcia justement, qui sera le résultat de toute cette colère, de tous ces films massacrés, de voilà. Peckinpah, pourquoi est-ce il reste pas sur le projet? C'est que la production va engager un jeune réalisateur qui, pareil, n'a pas fait grand-chose jusqu'ici, qui s'appelle Stanley Kubrick. Et il a même pas encore fait Spartacus. Il est plus connu pour ses talents de joueur d'échecs. Non, Kubrick a quand même fait Les Sentiers de la Gloire juste avant, donc il a réussi à s'entendre avec Kirk Douglas, ce qui n'était pas forcément facile. Il a engagé pour retravailler ce film encore. Et Kubrick va virer Peckinpah pour le coup. Il a fait Le Sentier de la Gloire. Après, c'est Spartacus. Non, c'est avant Spartacus. Non, Spartacus, c'est après. C'est après Les Sentiers de la Gloire. Oui, c'est Spartacus, c'est 62 si je dis pas de bêtises. Et le film, là, la Vengeance de Visage est sorti lui en 61, mais a été tourné en 58-59 en fait. Donc voilà, Kubrick n'avait vraiment fait à ce moment-là en fait que Le Baiser du tueur, The Killing, Le Baiser du tueur, et puis là son dernier qui avait vraiment fait parler un peu, c'était Les Sentiers de la Gloire, quoi. J'ouvre juste une parenthèse qui sera peut-être inintéressante, mais c'est assez marrant de voir que Kirk Douglas avait quand même sacrément du flair, parce qu'on en parlait lors d'une autre émission, Milos Forman, le mec qui te repère Milos Forman pour adapter justement Le Vol au-dessus du coucou, qui t'envoie le bouquin 10 ans avant, ouais, enfin vraiment avant que le mec a sorti un film ou deux films. Oui. Et que là le mec repère Kubrick, alors même qu'on sait que Douglas était un vampire, quoi. C'est quelqu'un qui lui-même avait des velléités de metteur en scène, a pas mal vampirisé les cinéastes, mais il cherchait quand même à s'entourer de gens de très grands talents, quoi. Et je conseille à tout le monde de lire la première autobiographie, parce que Kirk Douglas a écrit 3 livres. Kirk Douglas qui est toujours en vie, hein, d'ailleurs, on le salue. Il a 101 ans aujourd'hui. Il nous écoute en ce moment. Bisous. Voilà. Merveilleux Kirk Douglas. Et donc, moi j'ai lu que la première partie de son autobiographie, Le Fils du chiffonnier, que je conseille à tout le monde, c'est vraiment super. Justement, il revient là-dessus. Et puis, on avait parlé aussi dernièrement, enfin il y a quelques années d'ailleurs, de son livre sur Spartacus, justement, hein, qui était très très intéressant. Mais oui, en effet, Kirk Douglas avait un sacré pif. Pour revenir du coup sur le fait, Kubrick donc est installé, il vire Peckinpah, il aime pas le scénario, et d'après Marlon Brando, il y a plein d'histoires qui traînent et c'est très difficile de démêler la légende, le vrai du faux en fait dans toutes les histoires qui tournent autour de la Vengeance de Visage. D'après Brando, il a parlé lui-même avec Stanley Kubrick et Kubrick ne comprenait pas l'intérêt de l'histoire en fait, ne voyait pas où est-ce que le film menait et quelle était l'idée principale du film, le cœur du film, grosso modo, c'est ça qu'il cherchait, quoi. Et Brando lui avait dit que en tout cas le gros problème c'était que lui il avait déjà engagé Karl Malden, donc qui jouera dans le film avec lui, et qui devait le payer 25 000 $ par jour. Donc c'était ça le gros problème du film, c'est que ça lui coûtait du pognon, quoi. Et à partir de là, Kubrick lui a dit si le problème du film c'est de devoir payer Karl Malden, c'est pas le film que je veux faire, quoi. Moi je m'intéresse à un truc un peu plus personnel, grosso modo. Donc du coup Kubrick a été remercié. Il y a des légendes qui disent que Brando a clairement viré Kubrick parce qu'ils s'entendaient pas, qu'ils n'étaient pas d'accord, qu'il y avait un problème d'ego. C'est pas la version de Brando en tout cas. Ouais, moi j'ai entendu une version, je sais plus d'où elle vient, j'avais lu ça dans un article de Cinephilia and Beyond, qui est un excellent site là de cinéphiles, d'archivistes, qui disait qu'à un moment Brando avait réuni plusieurs intervenants sur le film autour de la table et il leur avait dit vous avez tous, il y avait des réalisateurs potentiels, des producteurs et compagnie, et il fallait, et surtout des réalisateurs potentiels, me semble-t-il. Vous avez 2 minutes
pour m'expliquer les problèmes du scénario. Au bout de 2 minutes, si vous n'avez pas réussi, c'est fini pour vous. Et le tour de table arrivant, voilà, tout le monde parle et en 2 minutes c'était juste pas possible. Et Kubrick, quand arrive le moment de ces 2 minutes, dit je peux pas me plier à une règle aussi débile. Et Kubrick après aurait avoué après j'ai juste compris que c'était une façon pour Brando qui n'arrivait pas à virer les gens qui voulaient juste réaliser le film lui-même et qui n'osaient pas l'avouer clairement. C'était la stratégie qu'il avait trouvée pour juste que les gens s'en aillent d'eux-mêmes et pour enfin être à la barre de les seuls maîtres à bord. Alors je vais revenir du coup sur la version de Brando donc voilà, Kubrick décide de partir. Brando lui dit que il a cherché après ça du coup un autre réalisateur pour le faire. Il a notamment pensé à Sidney Lumet avec qui il n'avait pas encore tourné. Il tournera plus tard L'homme à la peau de serpent avec Lumet, enfin pas longtemps après d'ailleurs. Que Lumet non plus se sentait pas de le faire et finalement du coup Brando décide de le réaliser lui-même. En sachant pertinemment qu'il n'a aucune compétence en tant que réalisateur. Et c'est ça qui est fascinant, en tout cas quand on lit son bouquin à Brando, c'est à quel point il est honnête avec ce problème-là, le fait qu'il ne connaissait absolument rien. Il explique par exemple que le premier jour de tournage, il a été voir son chef opérateur, donc Lang, Charles Lang, qui est l'un des plus, des chefs op les plus prolifiques des américains. Il a travaillé sur plus de 150 films. Il a commencé à la fin des années 20, il a fini dans les années 70. Enfin, c'est un type qui a bossé avec Wilder, avec Stanley Donen, avec plein de gens. Mais du coup, ce Lang lui a donné un petit, j'ai oublié comment ça s'appelle, un petit outil pour justement que les réalisateurs aient une idée du cadre qu'ils vont avoir, quoi. Et Brando regarde dans ce cadre et il lui dit non mais là c'est trop petit, je me rends absolument pas compte de ce que ça va rendre sur un grand écran, je peux pas décider comme ça, quoi. Et Lang vient le voir pour lui dire mais non mais ça, tu le tiens à l'envers en fait, quoi. Voilà, et Brando lui-même admet voilà, non mais il n'y connaissait rien et pendant tout le tournage il a cherché constamment des idées pour essayer de faire croire à l'équipe qu'il savait ce qu'il faisait, alors qu'il savait pas. Donc du coup il faisait semblant de réécrire. Des fois ils réécrivaient vraiment. Ils ont passé leur temps à réécrire le film pendant le tournage, mais parfois ils faisaient complètement semblant aussi. Mais il a fait preuve aussi d'une vraie exigence en fait, qui bizarrement pourrait ressembler à l'exigence que Kubrick aura plus tard en fait. À cette époque-là, Kubrick il n'a pas du tout l'exigence que Brando a sur ce tournage-là. Par exemple, il n'a pas le moyen de l'avoir. Il n'a pas les moyens en tout cas de l'avoir. C'est ça, c'est sans doute le point le plus important. Brando, par exemple, va attendre plusieurs heures que les vagues aient l'intensité qu'il souhaite pour tourner la scène, puisque c'est un western. On va revenir comme sur le sujet même du film, mais c'est un western qui se passe sur la côte Pacifique, donc un western presque pas maritime parce que mais on est entouré quand même de la côte et vraiment il a cherché ce truc-là. Brando, il a été bouleversé par les hauts du relevant, ce côté, je pense, très romantique aussi, tragique et romantique. Le côté romantique où la nature a une place extrêmement importante, et ça, un reflet, et pas forcément un reflet, mais une sorte de truc inaltérable par rapport au mouvement des sentiments humains. Il y a quelque chose qu'on ressent qui est très romantique dans le film au sens strict, quoi. Et il y a autre chose aussi qui joue beaucoup, je pense, sur le film et qui a marqué beaucoup le film, c'est qu'au départ, Brando, juste avant ce film-là, espérait une adaptation en fait du Comte de Monte Cristo, mais en western. Et c'est vrai qu'en voyant du coup la Vengeance de visage, tu sens ce côté vraiment romanesque de Dumas en fait, énormément. Faut savoir que, alors on mélange un peu tout, c'est un peu brouillon tout ça, mais pour faire vite, Brando du coup a dépassé complètement son budget et son temps imparti pour faire le film. Au lieu de durer 3 mois, le tournage a duré 6 mois. Finalement, il avait de quoi faire un film de, selon lui, 7 ou 8 heures. D'autres disent 5 heures, d'autres disent 4 heures. Finalement, le film dure 2h20. Il explique qu'il voulait faire un film où les personnages étaient gris et il s'est retrouvé avec des personnages en noir et blanc. Il a abandonné le montage parce que du coup après son premier montage a été refusé par les studios et il a dit bon bah je vous laisse vous démerder, et il a abandonné le film. Donc les studios ont remonté le film sans lui, ce qui restait quand même un de ses films favoris, voilà. Mais voilà, gros souci quand même en termes de production. Il y a une histoire que je trouve très amusante qu'on retrouve sur internet qui explique qu'au bout de 5 jours Brando avait 2 semaines de retard sur le tournage. Je trouve ça.
A priori, c'est vrai. Mais voilà, il avait, malgré son incompétence en termes techniques, en termes de réalisateur, c'est-à-dire qu'il avait une vraie incapacité, par exemple, à savoir quand couper ou placer une caméra. Du coup, il tournait encore et encore. Et en fait, voilà, lui, son inquiétude principale, c'était les acteurs. En fait, il venait de l'acteur studio. Lui, son inquiétude principale, c'était d'ailleurs de bien jouer déjà lui, en fait. Et c'est vrai que ce qu'il raconte, c'est que voilà, ça a été extrêmement difficile, mais en même temps, c'est le meilleur souvenir de tournage qu'il ait finalement, parce que justement, il a pris le temps qu'il voulait et dont il avait besoin pour avoir des acteurs ce qu'il voulait et pour créer des personnages qui étaient très très forts. Et ça se ressent énormément, même si le montage a été a priori charcuté. Étonnamment, ça se ressent uniquement dans certains rapports qu'il peut avoir. Moi, je l'ai ressenti dans un rapport qu'il peut avoir avec un personnage secondaire. Mais ce qui ressort étonnamment du film, c'est justement l'intelligence des personnages, la recherche des personnages et l'absence de manichéisme total qu'il y a dans le film, mis à part pour les 3 dernières minutes, en fait. Pour revenir rapidement, après on va encore parler du film, mais pour revenir rapidement quand même donc sur le film, donc ça s'inspire de l'histoire de Pat Garrett et Billy the Kid, hein. C'est l'histoire du kid Marlon Brando qui va se faire abandonner par son copain Karl Malden, qui va passer 5 années en prison, qui va réussir à s'évader et qui va chercher la vengeance. Voilà, une histoire vraiment toute con. Mais à partir de là, il arrive justement à créer. Et c'est intéressant, moi, je trouve qu'il est proposé, par exemple, à Ciné Lumet de travailler là-dessus. Ce qu'on n'a pas encore dit, c'est que c'est un film qui est un vrai lien, le plus grand lien, a priori, même, entre ce cinéma classique américain, et je pense notamment à John Ford. D'ailleurs, c'est le dernier film en VistaVision qui est pour moi marqué par La prisonnière du désert de John Ford. Mais en termes de mise en scène, dans sa façon même de placer la caméra, de garder des cadres stables, par exemple, d'avoir des longs plans fixes, on pense beaucoup à Ford, et en même temps, son traitement des personnages appelle tout de suite le cinéma des années 70, en fait. Avec 10 ans d'avance, presque, puisque le film est tourné en 58 d'ailleurs, c'est vraiment 10 ans d'avance, et c'est très impressionnant de voir ça, de voir ce lien, ce mélange entre 2 ères de cinéma, quoi, qui rend le film absolument unique. Ouais, et puis qui travaille, parce que une des aspects les plus importants de cette histoire sur Pat Garrett et Billy the Kid, c'est justement ces 2 hors-la-loi, enfin qu'on accueille en début de film en tant que hors-la-loi, et dont l'un d'eux va passer du bon côté de la loi, en fait, parce que Pat Garrett va finalement se respectabiliser, comme ça s'est passé pour beaucoup de bandits dans les États-Unis. Voilà, d'un coup vont être embauchés pour faire respecter la loi, et donc il va devoir, Pat Garrett et Billy the Kid de Peckinpah, si vous l'avez en tête, c'est exactement ça, hein, c'est les 2 anciens amis. L'un va finir du bon côté de la loi et à contre-cœur va devoir liquider celui qui fut son ami, son meilleur ami, avec même une relation un peu ambiguë, pas dans le film de Brando, mais c'est vrai qu'on voit bien. C'est complètement différent l'approche, mais en même temps elle est assez voisine, mais en fait elle dit beaucoup de choses aussi sur le rapport à la loi, et c'est en ça que le film a une vraie modernité qui se rattache vraiment à ce qui a pu se passer dans les années 70, parce que même si on peut retrouver ça dans beaucoup de westerns de ces années-là, c'est une thématique qui dit clairement que le monde de la loi finalement est un moyen de domestiquer la violence, mais que la violence est la même. Peckinpah n'a fait que de travailler là-dessus, hein, sur cette idée que la violence est partout. Elle est du côté des bandits, elle est du côté de l'État. Il y en a une qui est légale, il y en a une qui est illégale. C'est un peu tout là-dessus que Peckinpah a beaucoup fait sa matrice thématique, en fait, de la plupart de ses films, et qu'on retrouve aussi qu'on retrouve là-dedans. Et c'est assez prégnant. Surtout que c'est un film qui traite du double jeu quelque part, et qui traite du double jeu. C'est assez étrange comment il le traite, Brando. C'est très particulier, comme tu l'as dit. Scorsese le dit aussi dans le petit bonus qui est en intro. C'est vraiment un film qui peut faire la jointure entre le western classique et le western des années 70, et que ça soit en termes thématiques et aussi, en termes esthétiques, comme tu l'as dit. Il y a un moment où le récit
vraiment est relâché complètement. On sent bien qu'il y a plus une envie de créer des stases, de créer un moment où les personnages finalement ils ont pas trop envie de passer à l'action, où tous les acquis du cinéma moderne européen s'insufflent dans la mise en scène, dans les récits hollywoodiens. On sent bien que ce récit-là, après en parler, dans les mains d'un réalisateur classique américain, il ferait 1h30. Mais ça fait il y a 2h20. même très peu d'action dans le film. Il y a très peu d'action, ouais. C'est vrai que Brando, faut dire, il a été très influencé quand même par son travail avec Elia Kazan et d'autres gens de ce type-là quand même, quoi. Ouais. Et par même le théâtre du coup de l'acteur studio. Bien sûr, mais travaillé. chez Kazan et tout ça, même s'il y a il y a une modernité dans les thématiques abordées, il y a un matériau romanesque absolument énorme. Enfin, je veux dire, quand on regarde Sur les quais ou Un tramway de mes désirs, enfin l'adaptation de Tennessee Williams et puis Sur les quais, je sais plus c'est adapté de qui, mais en tout cas voilà, c'est quand même ça en termes de récit, la dramaturgie, elle est vraiment assez implacable. Enfin, il y a quelque chose où on n'est pas dans, même si d'un coup ça sort des studios, on filme un peu les docs et compagnie. Convaincu par ça, le côté psychologisant de Tennessee Williams prend beaucoup de place sur le romanesque. Ouais, peut-être, mais c'est toujours assez, même si c'est dans la parole, moi j'ai toujours le sentiment que oui, c'est quand même, il y a toujours quelque chose qui se passe par l'action ou par la parole dans les films. Alors que là, j'ai l'impression qu'on est presque des fois dans un Monty Hellman, ou justement dans certains films de Peckinpah, Monty Hellman qui avait fait des westerns quasi métaphysiques dans les années 70, mais quelque chose qui est... On pense beaucoup à Pat Garrett et Beasley. Il y a des séquences il y a des séquences qui sont extrêmement troublantes, même par leur gémilité, justement. Je pense à une séquence évidemment dans la geôle, voilà, où Marlon Brando est emprisonné. Slim Pickens, on n'a pas parlé de ça non plus, mais justement on va retrouver des acteurs qui ont joué avec Ford. Je pense à Ben Johnson qui était l'acteur de John Ford et qu'on retrouvera plus tard chez Peckinpah beaucoup, et qui finalement là ces acteurs sont présents aussi, donc ça crée dans le trouble aussi, quoi. Bon bref, il y a une scène avec Slim Pickens justement qui joue le taulier d'une prison qui va tabasser justement Marlon Brando. C'est une séquence qu'on retrouve quasiment identique dans Pat Garrett et Billy the Kid, par exemple. C'est extrêmement troublant de retrouver ce lien-là. Mais pour revenir sur les influences et sur justement ce que Brando apporte, moi je suis quand même un peu convaincu que l'action, c'était pas ce qui le préoccupait. Déjà parce qu'il n'avait pas les compétences techniques pour faire de grandes scènes d'action. Je pense pas que c'était un metteur en scène d'action, justement. Par contre, il s'intéressait tellement aux personnages, en fait. C'était vraiment son inquiétude principale, les personnages et les acteurs, évidemment, qu'il a réussi, en fait, à créer une vraie tension, quelque chose d'extrêmement romanesque, mais uniquement via, justement, des séquences intimistes. Ouais, complètement. Mais ça c'est assez... En fait, tout est un peu à l'image du jeu de Brando. Le jeu de Brando, quand on voit ces films, c'est assez dingue. Après, c'est la méthode. Voilà, on sait ce que c'est, l'histoire. C'est un des premiers acteurs qui est apparu avec James Dean. Voilà, qui ont James Dean a imité, qui ont incarné vraiment cette méthode-là. Mais il est moderne, il est sauvage. Voilà. D'un coup. Mais ceci dit. Il y a à la fois ce côté très révolutionnaire de Stanislavski, Stella Adler, de dire il faut absolument aller puiser dans votre sentiment personnel pour incarner le personnage que vous devez incarner, donc quelque chose qui doit être presque, on se dit, ça recherche la spontanéité quelque part, ça recherche de l'incarnation totale, et en même temps c'est aussi un type de jeu qui est extrêmement, non pas conventionnel, ça serait pas le terme, mais codifié, mais très codifié, qui a une technique qui n'est pas la technique d'aller chercher ou je sais pas quoi. Il y a un jeu. C'est complètement antinaturaliste. Il est dans un genre. Il est dans un genre, le genre western. Je pense à une. Ouais, mais c'est pas forcément. À plusieurs séquences. Il y a une séquence qui m'a beaucoup intéressé. C'est un type bourré dans un bar, à un comptoir d'un saloon, qui est en train de torturer une gonzesse. Vraiment, il l'humilie. Et là, d'un coup, Brando se lève. Brando qu'on nous a présenté déjà comme un personnage du départ, quand même, un personnage manipulateur, menteur, sans foi ni loi, grosso modo, en fait. Et qui là va se lever et va lui foutre son poing dans la gueule. Et puis ça va se terminer par un duel. Et là, dans cette séquence-là particulièrement, il y a quelque chose où le personnage, l'acteur même, agit selon des codes très spécifiques du western, du héros qui va aller se battre. Sauf que avant ça, et
et via justement son écriture et sa mise en scène, il nous a présenté le personnage comme justement quelqu'un justement de menteur et manipulateur et qui pense qu'à sa gueule grosso modo quoi. Et le fait de nous présenter cette séquence comme si c'était un héros de western lambda justement qui va sauver la veuve et l'orphelin, faire ça. En fait, moi, quand je vois cette séquence-là où il va sauver, en grosso modo, cette femme, je n'y vois pas juste un héros de western qui va sauver une femme. J'y vois un type plutôt en recherche d'adrénaline. Il crée un personnage extrêmement complexe qui ne va pas sauver cette femme parce que c'est un héros, au contraire, mais juste pour des intentions personnelles, pour des pulsions personnelles de chercher. Bien sûr, moi je suis d'accord avec ce que tu dis, mais c'est pas vraiment sur ce terrain-là où je voulais aller. Je pardon, pensais vraiment en termes de jeu. En fait, et c'est un truc qu'on retrouve aussi chez James Dean. On se dit c'est incroyable. Enfin, quand on voit les James Dean ou Brando, on se dit c'est incroyable la conviction, la fébrilité de leur jeu. On se dit mais ils sont vraiment leurs personnages. Et en même temps, quand on regarde aussi leur jeu, on se dit ils ont fait. Je prends le seul mot qui me revient, mais on dirait qu'ils font du kabuki. Il y a une façon de théâtre kabuki. Il y a l'impression que des fois c'est Toshiro Mifune dans cette façon d'utiliser leur corps, de savoir utiliser leur corps pour être le plus pictural possible, le plus c'est pas, on n'est pas chez Piala en fait pour dire. C'est pas un jeu brouillon où il s'agit de devenir le personnage, d'être fébrile et d'être dans un rapport à la caméra qui fait qu'il y a plus de on est dans un rapport uniquement naturaliste, réaliste comme on peut le trouver chez Piala, Stevenin et tout ça ou chez Cassavetes par exemple. Chez Brando, il y a un rapport à utiliser son corps comme un outil de faire ressortir avec son corps par les moyens de la chorégraphie, de la danse, de certains mouvements, de trouver toutes les ressources expressives de son corps. Moi, c'est ça que je trouve hallucinant dans le film, c'est à quel point il y a un truc où tu te dis le mec il est le personnage, il y a une intensité dans son regard, on se dit mais il est absolument convaincu. Donc là on est le côté méthode Stanislavski où le bonhomme il s'est impliqué émotionnellement complètement et à la fois dans les mouvements qu'il a c'est antinaturaliste au possible. Enfin, et même la façon de donner un coup de poing ou je sais pas quoi, c'est pas forcément parce que c'est un western et que c'était la façon dont on donnait des coups de poing et tout ça. C'est que c'est d'un coup un danseur. Enfin, c'est quelqu'un qui utilise son corps, qui le chorégraphie tous ses mouvements. Il y a un côté glamour du coup là-dedans. Parce que moi, je sais pas forcément le côté. Il y a des plans qui m'ont surpris par exemple. C'est pas forcément le côté glamour que je veux dire. C'est de faire de son corps un outil d'expressivité totale et qui n'a rien à voir avec le réalisme des attitudes, je sais pas quoi. C'est vraiment une technique, quoi. Ça, je suis d'accord, mais il a aussi une capacité en fait à savoir comment, par exemple, éclairer son visage. C'est des trucs tout con. C'est du classicisme hollywoodien même. Mais il y a des plans de Brando justement où tu dis là, il a choisi son bon profil. Ouais. En fait, c'est tout con. Alors ça ne gêne en rien l'intensité de la séquence, mais moi je sais qu'il y a un ou deux plans du film où je me suis dit là, par exemple, il y a un éclairage qui est extrêmement travaillé pour que son profil apparaisse vraiment de la bonne manière et il a cette capacité. Et c'est pour ça que je suis d'accord quand tu dis que c'est pas du tout du Piala par exemple ou du naturalisme ou du machin. Même si on retrouve justement il le dit lui-même, il y a eu beaucoup d'improvisation sur le tournage. Des réécritures pendant les séquences elles-mêmes, c'est-à-dire qu'ils jouaient une scène, ils voyaient si ça marchait ou pas, puis ils allaient la réécrire, ils la retournaient avec des dialogues différents. Donc le film a vraiment été réécrit jusqu'à la fin, jusqu'au montage qu'on a aujourd'hui, qui est a priori le montage final, mais voilà. Et c'est vrai que ça m'impressionne. On retrouve du coup l'espèce de férocité. Moi, il me fait penser beaucoup à Depardieu quand il était jeune, en fait, dans le film, avec cette espèce de fougue absolue. Et en même côté brut épais, ce côté bambin en même temps, quoi. C'est ça. Il y a une féminité. Tu vois, on a entendu une séquence juste après le générique, une séquence que je trouve terrible. Vraiment, c'est pour moi l'une des plus grandes scènes de Marlon Brando, alors qu'il a que trois ou quatre petits mots en fait, qui sont évidemment à la Brando mâchonné, quoi, où ils sont à table en train de jouer au poker et il y a le Ben Johnson en face de lui qui dit du mal de la femme dont en fait il se rend compte qu'il est amoureux d'elle. Et c'est d'ailleurs la scène est merveilleuse pour plein de choses, et notamment pour ça, la façon dont elle est écrite. Le bonhomme pendant une séquence de poker où il se passe pas grand chose, en fait il se rend compte qu'il est amoureux d'une femme et puis il se met en colère. Et il se met en colère
et il menace le type. Ben Johnson qui est en face de lui est tétanisé, mais absolument tétanisé. Et Ben Johnson dans cette séquence est lui aussi absolument en fait, incroyable. On fait que de parler de Brando, mais tous les acteurs sont Oui, incroyables. C'est d'ailleurs un truc qui est souvent assez fréquent chez les acteurs qui passent metteurs en scène. C'est que souvent, tout comme d'ailleurs les directeurs photos qui passent metteurs en scène, en général, c'est presque jusqu'au point de rupture. Hein. C'est que la photo est incroyable et les acteurs, quand ils passent à mise en scène, les acteurs en général sont juste dingues. Ils savent le faire. Des fois, c'est au détriment d'autres choses. Après, on parlera vraiment peut-être en termes de mise en scène. On passera sur ce volant-là parce qu'il n'y a pas que la qualité de jeu d'interprétation. Mais là, que ce soit Ben Johnson, Carey et évidemment Brando, c'est juste dingue. Et donc cette actrice qui joue Louisa, dont j'ai encore oublié le nom, qui s'est suicidée pas longtemps après le film, qui est exceptionnelle. Mais oui, comme tu l'as dit, tous les acteurs sont exceptionnels. Mais cette séquence-là, donc du coup de Brando, moi ce que je voulais revenir, c'est sur il est extrêmement effrayant cette séquence quand il pousse au duel Ben Johnson. On l'a entendu cette séquence en début d'émission. Il lui dit des choses abominables, il lui dit qu'il va l'éventrer, qu'il va lui arracher les bras. C'est terrible. Et en même temps, dans sa gestuelle, il a quelque chose d'une danseuse étoile. Ouais. Il va balancer une chaise d'un coup de pied. Tu sens très bien que c'est un truc qui est fait sur le moment parce qu'il pouvait pas le prévoir. C'est un plan large. Et comme souvent dans le film, il y a beaucoup de plans larges justement qui laissent la place aux acteurs. Et ça reste très important dans la mise en scène et dans l'impression même qu'on a du film. Hein. D'ailleurs, cette liberté qu'ont les personnages justement d'évoluer dans le cadre. En fait, c'est con, hein, mais c'est un truc qui a un peu disparu. En fait, j'ai l'impression aujourd'hui. Et là, d'un coup, il y a une force qui se dégage aussi de cette séquence-là, qui moi me terrifie absolument, quoi, et qui est en même temps pleine de grâce. Enfin, c'est con, c'est terrifiant et c'est plein de grâce. C'est extrêmement fragile, en fait. Ça, c'est assez dingue. Parce que, en fait, on s'est rappelé, du coup, et un auditeur, qu'on salue d'ailleurs, nous a rappelé qu'on avait déjà fait une émission sur ce film, en 2010, qui était déjà sorti, dans une collection de chez Wildside. Parce que le film est tombé dans le domaine public, comme tu l'as rappelé, à un moment. Et, du coup, Wildside l'avait sorti dans une copie, forcément, hyper dégradée. Et là, donc du coup, du fait de la restauration initiée par Scorsese et Spielberg, ils sont allés retrouver le négatif VistaVision, savoir que c'est un support, on parlait de 70 mm, mais créé par c'était Universal, un concurrent du cinémascope à l'époque, en sachant que le cinémascope c'est un format anamorphosé, hein, donc c'est-à-dire que on a une taille d'image de pellicule voisine du 35 mm, mais qui est déployée par un effet d'optique, quoi, c'est l'anamorphose, alors que le VistaVision c'est une pellicule avec deux fois plus de perfo, donc 2 fois plus grande, donc avec un niveau de détail hallucinant. Donc cette restauration est basée sur ce support-là. Et tout ça pour revenir un peu sur ce sur quoi on avait commencé cette émission-là, de l'importance aussi de ça, de la définition, parce qu'en fait, c'est dans ces mouvements invisibles de l'image, en fait, que se niche la puissance émotionnelle. Parce qu'en fait, moi, ça change la profondeur, je pense, beaucoup complètement. de plein de choses. Et Scorsese dit beaucoup ça. En fait, c'est très émouvant, même je sais qu'il y a une vidéo sur YouTube. Ça, c'est pas dans le petit module de présentation de Scorsese sur le DVD Blu-ray de chez Carlotta, mais il y a un petit module sur YouTube où Scorsese présente le film au Festival du film de New York, où il raconte les échanges qu'il avait avec Spielberg en disant oh là là, Spielberg qui l'appelle, qui lui dit putain j'ai acheté un DVD de One Eye Jack, c'est dégueulasse la copie, c'est pas du tout le même film que dans mes souvenirs, qu'est-ce qu'on peut faire? Et bref, après Scorsese raconte un peu les étapes qui ont mené à la restauration finale. Parce que c'est un film qui les a beaucoup marqués du coup, quand ils l'ont vu. Et alors que le film tel qu'il le voyait, ça avait plus le même impact. Et en fait, moi, je sais que quand j'avais vu le film à l'occasion de la préparation de l'émission qu'on avait fait il y a 8 ans, j'avais trouvé ça plutôt bien pour les thématiques et tout ça, intéressant, les libertés que ça prenait. Mais bancal, maladroit. Mais bancal, il y avait des trucs de scénario qui me paraissaient un peu incohérents. Ouais, il y avait des trucs comme ça. Et en fait, à le revoir dans une copie impeccable, c'est juste pas le même film. Là, c'est juste dingue. C'est que là, on se rend compte. Ça raconte autre chose. Ça raconte autre chose. Parce qu'en fait,
les logiques, les moteurs dramaturgiques sont les mêmes, mais les moteurs émotionnels, enfin tout ce dont il se sert en termes de qualité de détail de jeu, de qualité de détail entre un rapport à un corps, à un espace, C'est ça, à oui. l'absolue Ça, c'est netteté très important. que permettait le procédé du VistaVision, et que Scorsese dans sa vidéo dit c'est la seule truc qui peut se rapprocher de ça maintenant, c'est l'IMAX, quoi, en termes de qualité de netteté, de l'avant-plan à l'arrière-plan, en termes de profondeur de champ. Il y a ça. Le film de Brando se sert beaucoup de ça, se sert beaucoup du rapport entre les personnages et l'espace. C'est pas comme si c'était Orson Welles, quoi, qui Non, bossait mais- beaucoup sur la profondeur Non, de mais champ. ça fait penser justement au travail que Kubrick a pu faire justement sur le rapport à la profondeur de champ. en Ouais, fait. il y a de ça. Il y a beaucoup de cinéastes qui ont bossé là-dessus, mais là, on n'est pas dans un cinéma voisin de celui de Kubrick. J'ai l'impression. Non, mais c'est pas un à truc part sur cérébral. un aspect mais- thématique. Non, mais, mais- vraiment en termes visuels, moi, il y a justement le rapport à l'espace. Des fois, c'est troublant de se dire, voilà, Mais en fait, je pense que chez Kubrick, c'est cérébral en fait. Oui, Alors que justement, chez ce que je dis, Brando, c'est uniquement dans l'émotionnel et Oui, ce oui. décor. Pour ça que je parlais du coup d'un rapport même romantique en fait à l'image. complètement. Et là, on le retrouve complètement, mais avec justement cette technique. Ouais, carrément. Mais là, effectivement, les outils sont les mêmes, mais la finalité est complètement différente. C'est que là, chez Brando, il s'agit juste de rendre justice à la logique émotionnelle des personnages, la logique émotionnelle de chacun des personnages, qui vont s'insérer dans un récit et qui vont s'entrechoquer. Et en fait, tout ça passe par l'image. Et même si la mise en scène peut nous paraître des fois juste presque absente, des fois, parce que très discrète. Et il y a même Mais des en fait, moments où il y a des trucs, tu demandes si ça n'a pas été retourné en studio. Ouais, t'as des machin, trucs et comme ça, tout. mais en fait tout passe. Et en fait, moi, je sais que j'ai vécu une projection, et pourtant c'était en DVD, enfin en Blu-ray, grand écran, peut-être certes, mais télé, quoi. Et c'est hallucinant. Tu es scotché. C'est un autre film. C'est un autre film complètement. C'est que tu vois une intensité émotionnelle qui te fait passer à la trappe peut-être plein de choses, quoi. Enfin, de certaines peut-être lourdeur de scénario, parce que presque le film, dans la simplicité de son récit, pourrait presque avoir un aspect d'une part presque trop théorique, justement, à un moment, le rapport à la loi, le rapport au fait de tout ce qu'on évoquait tout à l'heure, le rapport à la violence qui adopte les oripeaux de la loi pour pouvoir toujours s'exercer, le personnage de Karl Malden. Il y a de ça, mais et qui ça fait même passer la pilule, parce que la fin du film, le film est le seul défaut du film pour moi, c'est qu'il ne résout pas ces enjeux dramaturgiques et C'est ces le enjeux gros bémol émotionnels. du C'est film, le hein. gros bémol du film, quoi. C'est le final. C'est les 10 dernières minutes du film. C'est le gros bémol. Et où là, t'as l'impression justement que c'est ce qui. Peut-être que justement. Enfin, moi, je pensais à Peckinpah en fait à ce moment-là. Je pensais au scénario de Peckinpah quand j'ai vu ce final qui fait penser à un gros plouf, quoi. Tu dis merde. On a vécu 2h10 assez intense avec une complexité de personnages qui est impressionnante quand même, où t'as encore une fois l'impression d'avoir des personnages vraiment intelligents, où t'as vraiment l'impression t'es aussi face à une tragédie, malgré tout tout au long du film t'es bercé par ce côté justement romantique, donc tragique en fait, et là d'un coup t'as ce final qui ne t'as l'impression qu'il a été rajouté, qu'il a été tourné à la va-vite en fait, alors je sais très bien, j'imagine très bien Brando, il a passé 6 mois sur un film. Non, le final, il doit y avoir autre chose en fait à la place, quoi. Et en fait, parce qu'en plus, c'est vraiment un happy end à la fin, Ah oui, complètement. oui. Enfin, mais je pense que c'est pas nécessairement. C'était un happy end, mais absolument pas satisfaisant en fait. Carrément, mais ça c'est très intéressant d'un point de vue dramaturgique. Je pense que moi j'ai pas de problème avec le happy end du moment que les enjeux dramaturgiques sont réglés, il y a pas de problème. Mais là il y a un enjeu dramaturgique qui est hyper intense pendant tout le film. C'est cette sorte d'absence de Brando, c'est ce truc de Brando qui a une sorte de simulateur invétéré où ça crée une résonance incroyable avec le fait que ce soit un des plus grands acteurs du monde et tout ça, mais le mec qui capable qui se sert de ses talents d'acteur pour draguer les jeunes filles. Et il y a une scène incroyable de déclaration d'amour et il la baise et puis après il avoue juste tout ce que je t'ai dit c'était n'importe quoi. Il le dit avec un dépit incroyable. Je suis juste un excellent acteur en fait, et il y a un truc là-dedans où tu dis le personnage a un vide en lui énorme, et c'est un des enjeux du film. Et ce vide-là, il est juste contrebalancé par une sorte de fleu, de truc de haine qu'il peut avoir contre le personnage de Karl Malden qu'il a laissé tomber. Donc
un enjeu dramaturgique assez fort et il n'est pas du tout réglé. Il est réglé dans aucun des sens. Il va certes bousiller Karl Non, mais Malden, c'est juste, voilà, c'est balayé. C'est balayé complètement. À la fin, voilà, il va finir avec la nana. C'est pas aussi simple que ça en a l'air. Si vous Après, avez pas on vu reste le film, dans le cinéma. Après, on reste dans. Justement, c'est peut-être aussi malgré tout, justement, ce rapport au cinéma classique. Ce film est tourné en 58. On reste quand même dans une dramaturgie justement classique. Ouais. C'est remonté par les studios. Je peux comprendre pourquoi ça apparaît, mais je reste convaincu. J'ai aucun élément pour prouver ce que je dis. Hein. Je reste convaincu que il devait y avoir autre chose pour terminer ce film. En fait. Mais je pense qu'il y a un moment où l'écriture, elle est pas finie. Quoi. Après, moi, en voyant en terminant le film, je repensais. C'est le grand problème que j'ai avec ce film, hein, c'est que je repensais du coup au final du film de Peckinpah de Pat Garrett et Billy the Kid justement quoi. Où là pour le coup, même si le film de Peckinpah en 72 a été massacré par les studios, on a pu voir du coup depuis une version du film de Peckinpah un peu plus complète et le final de Peckinpah pour le coup dans Pat Garrett et Billy the Kid est exceptionnel. Enfin voilà, c'est absolument merveilleux et voilà, c'est comme ça que devait se terminer le film et justement c'est peut-être pour ça aussi que ce final me gêne autant dans le film de Marlon Brando, c'est que je sais grosso modo, enfin en tout cas j'ai imprégné dans mon moi le final de l'histoire de Pat Garrett et Billy the Kid, à savoir voilà, c'est que c'est Pat Garrett qui tue Billy the Kid, c'est pas l'inverse. Et que Pat Garrett s'en mord les doigts et se déteste et qu'il est fini après cet acte en fait. Et faudra qu'on fasse une soirée spéciale où on projettera les deux films. Ça sera très très chouette. Ça durera 6 heures. Il va falloir qu'on se quitte malheureusement. Il est très tard. On va dépasser notre temps horaire. Donc le film La Vengeance de Visage vient de ressortir en Blu-ray chez Carlotta. C'est merveilleux, il faut absolument le voir. Et c'est dans la nouvelle collection de chez Carlotta, très jolie, avec bourré de mémorabilia. Je pense que j'arriverai jamais à prononcer ça, c'est-à-dire dossier de presse de l'époque, carte postale et compagnie. C'est assez pauvre en bonus, malheureusement. Tu me disais que sur l'édition Criterion, il y avait très peu de bonus, mais il y avait un bonus en plus. C'était un commentaire audio réalisé à partir d'enregistrements de Marlon Brando. Ce qui me permet de juste évoquer rapidement, parce que c'est un film qui est relativement disponible à Los Angeles, en tout cas un fabuleux documentaire qui s'appelle Listen to Me Marlon, qui est composé justement de ces fameuses bandes, à savoir que voilà, Marlon Brando était quelqu'un qui s'enregistrait régulièrement, il tenait un journal intime en s'enregistrant sur des cassettes, et Listen to Me Marlon, c'est un film de montage constitué d'images d'archives connues et moins connues, d'histoires d'extraits de films, et surtout de ces fameuses bandes où Marlon Brando tient son journal intime. Et c'est un film qui est vraiment bouleversant, et je crois qu'on se quitte sur un des extraits de ce film-là, me semble-t-il. J'avais pas prévu ça, si tu veux. Moi, j'avais prévu plutôt un extrait plein de romantisme d'un tango à Paris, mais est-ce que tu as un autre extrait que tu veux? Écoute, tu choisis, c'est toi de le mettre à bord. Bon, dans ce cas-là, on va se quitter avec du romantisme et beaucoup d'amour avec le tango à Paris. Alors, Listen to Me Marlon, c'est un film de Stephen Riley pour lui rendre hommage. C'est vraiment vraiment chouette. Et on se retrouve très bientôt. Merci à vous de nous avoir écoutés. Merci Antonin d'avoir participé à cette émission. Et on se retrouve dans je ne sais pas combien de temps, puisque ce sont les vacances pour tout le monde. Merci à vous. Merci encore une fois. Le dernier tango à Paris avec Marlon Brando. Ciao. Des bisous. Ciao. I want you to repeat it after me. No, no! No! Repeat it. Say it. Holy Family. Come on, say it. Go on. Holy Family. Church of Good Citizen. Chuck! Yeah. Chuck! Good citizen. Good citizen! Ah! Say it. Say it. The children are tortured until they tell their first lie. Children. Children. Where the will is broken, and repression. My word is broken. Pressure. With freedom.